Elle a un jour osé chanter « Autonome » à la télévision nationale, déclarant ouvertement son amour pour les femmes, à une époque où le silence était plus sûr. Elle a refusé la maternité, disant qu'elle aimait trop les enfants pour en élever un sur la route. Et tout récemment, au beau milieu d'une interview enjouée dans un podcast, elle a simplement confié « Mon petit frère est mort il y a 2 jours. » Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Catherine Lara se produit encore, mais son monde a changé. Une compagne de longue date disparue, sa mère partie à 102 ans, une vie de musique, d'amour et de rébellion désormais assombrie par le deuil. Qu'est-il advenu de la roqueuse de diamants? Et pourquoi, même avec Samantha encore à ses côtés, décrit-elle son cœur comme brisé? L'histoire n'est pas terminée, mais elle n'est plus celle que nous pensions connaître. En deuil dans l'ombre de la gloire. En septembre de cette année, lors de ce qui devait être une apparition légère dans le podcast belge censuré, Catherine Lara a stupéfié à la fois l'intervieweur et le public avec une révélation qui a transpercé l'atmosphère joyeuse. Répondant à un commentaire sur son supposé fort caractère dans l'industrie musicale, Lara a marqué une pause, esquissé un sourire fatigué et dit doucement « Il y a 2 jours, mon petit frère est mort, mon cœur est brisé, et pourtant je veux sourire parce que vous m'avez accueilli avec gentillesse. » Ce n'était pas un chagrin isolé, c'était le dernier coup dur d'une série d'adieux douloureux. Ces dernières années, Lara affronte une marée implacable de pertes. Sa mère, qui avait atteint l'âge remarquable de 102 ans, est décédée l'année précédente. Elles avaient fêté son anniversaire le 26 avril. 2 jours plus tard, sa mère a simplement dit « Ça suffit maintenant » et s'est éteinte paisiblement. Lara se souvient, la gorge serrée. Elle était prête. Mais pas moi. Je la voyais encore chaque fois que je fermais les yeux. Avant cela, il y avait eu un autre deuil. Lara a perdu une femme qu'elle avait aimée pendant 17 ans. Une ancienne compagne dont la mort fut annoncée discrètement dans un tabloïd français. Bien qu'elle ait depuis longtemps refait sa vie avec Samantha, la douleur de cette perte passée fut si intense qu'elle la décrivit dans Gala comme l'épreuve la plus violente que j'ai jamais traversée. Sa nièce, Virginie, est morte à 12 ans. Lara assista à l'enterrement en silence. Au bord de la tombe, une plume blanche se posa à ses pieds. Elle la glissa dans son étui à violon. Des années plus tard, à dîner avec son frère Roger, le père de Virginie, elle lui raconta l'épisode. Roger, bouleversé, sortit son portefeuille. À l'intérieur, une autre plume blanche. Sans le savoir, il s'était accroché au même signe, au même souvenir, au même chagrin. Et désormais, Roger est le seul frère qui lui reste. Voilà la réalité actuelle de Catherine Lara. Une constellation fragile de souvenirs sacrés, de rituels intimes et d'échos de voix qu'elle n'entend plus. Sa famille, autrefois pleine de musique, de rires et de rêves partagés, s'amenuise. Ses parents sont partis, son frère est parti, des amis se sont éteints, d'autres se sont éloignés. Son univers professionnel rétrécit lui aussi. Autrefois volcanique sur scène, son violon hurlant sous les projecteurs, sa voix proclamant sans détour l'amour et la rébellion, elle se produit désormais rarement. Ses tournées sont rares. Sa présence à la télévision respire la fragilité. Chaque apparition parle de mémoire, non plus d'élan. Dans une interview télévisée, elle a reconnu « Quand je quitte la scène, je ressens une solitude affreuse. C'est comme si les applaudissements disparaissaient trop vite. Pendant tant d'années, j'ai vécu pour être aimé. Et puis, avec Samantha, j'ai découvert la beauté de donner. Le jour viendra, disait-elle, où je tournerai la page. Je ne regarderai pas en arrière, mais je saurai que j'ai perdu un morceau de mon âme avec cette dernière note. » Le public la voit comme une légende, décorée, commandeur de la Légion d'honneur. Mais la Lara intime, celle qui pleure à l'odeur du parfum de sa mère, qui rêve encore de la fille qu'elle n'a jamais eue, qui joue aujourd'hui davantage pour fermer un chapitre que pour nourrir sa carrière,
Cette Lara-là porte en silence le deuil d'une vie qui s'efface doucement. Et ainsi, dans ce studio de podcast en septembre, lorsqu'elle a dit « Mon cœur est brisé », ce n'était pas seulement à cause de son frère. La maladie qui a failli l'emporter. À seulement 3 ans, Catherine Lara a vacillé entre la vie et la mort. La maladie est arrivée brutalement. Son nom s'est estompé avec le temps, mais ses effets, eux, sont restés gravés. Elle a frappé comme un fantôme dans la nuit, laissant la fillette partiellement paralysée. Celle qui dansait dans le salon familial avec un violon jouet ne pouvait plus marcher. Même le contact physique était insupportable. Je me souviens de la douleur, a-t-elle confié plus tard. C'était comme si on m'avait arraché la peau. Les médecins ont suspecté une forme de paralysie infantile. Peut-être un syndrome neurologique rare ou une carence en vitamine si sévère qu'elle éteignait peu à peu son corps de l'intérieur. Ses parents étaient terrifiés. Sa mère pleurait en lui tenant la main, sans jamais trop serrer. Son père, lui-même médecin, a consulté tous les spécialistes possibles. Rien n'y faisait. Entre ses 3 et 4 ans, Lara est restée alitée. Elle ne pouvait ni se lever, ni courir. On ne pouvait même pas la prendre dans les bras sans qu'elle hurle de douleur. Et puis, une nuit étrange, quelque chose s'est produit. Ses parents dormaient lorsqu'ils se sont réveillés en sursaut, troublés par un son de clochette. Pas fort, pas strident, mais délicat, comme des carillons lointains. Le plus étrange, il n'y avait aucune cloche dans les environs, ni dans la maison, ni dans la rue, et pourtant, ils l'ont entendu tous les deux, de la même manière. Un son qui semblait scintiller dans l'obscurité. Le lendemain matin, Catherine s'est levée. Elle s'est tenue debout. Elle a fait un pas. La douleur avait disparu. Sa mère racontera plus tard l'histoire comme un miracle, presque à voix basse. C'était comme si quelque chose avait traversé la maison pendant la nuit, disait-elle, et l'avait rendue entière. Pour Lara, cette expérience ne l'a jamais vraiment quittée. Elle l'a appelée une résurrection. Mais avec la résurrection vient la mémoire. Le traumatisme est resté, enfoui en elle comme un éclat de verre brisé. Pendant son adolescence et le début de sa vie adulte, Lara a combattu des phobies paralysantes, la maladie, la perte et surtout la mort. Elle est devenue obsédée par la mortalité, en particulier la sienne. J'avais une peur de mourir si intense que c'était une prison, a-t-elle un jour avoué. Sa notoriété n'a fait qu'empirer les choses. Plus les projecteurs étaient brillants, plus ses pensées s'assombrissaient. Même au sommet de sa carrière, après le succès colossal de La Roqueuse de Diamants et Nuit magique, elle annulait parfois des rendez-vous, incapable de faire face au monde extérieur. La foule la galvanisait sur scène, mais la paralysait dans la vraie vie. Elle a dit un jour « Quand je joue, je deviens invincible. Mais dans les coulisses, je ne suis que Catherine, et elle a peur. » Finalement, elle a cherché de l'aide. Elle a entrepris une psychanalyse au long cours, espérant démêler les racines de ses angoisses. Cela a fonctionné, lentement, douloureusement. Elle a décortiqué les couches de maladie infantile, la surprotection, la peur muette dans les yeux de ses parents. Des années de silence ont commencé à se fissurer. Puis un jour, lors d'une séance censée être routinière, son thérapeute a commencé à interpréter un rêve qui n'était pas le sien. Il avait confondu son dossier avec celui d'un autre patient. Lara est restée figée, écoutant l'analyse d'une histoire étrangère comme si c'était la sienne. Quelque chose s'est brisé en elle. Elle s'est levée, a quitté le cabinet et n'est jamais revenue. Ce moment a rompu le charme, dira-t-elle des années plus tard. Et d'une certaine façon, ça a suffi. J'étais guérie. Mais ce n'était pas un conte de fées. La guérison, pour Lara, ne signifiait pas effacer la douleur. Cela voulait dire apprendre à vivre avec. Elle s'est souvent décrite comme le feu et la faille, forte, mais toujours un peu brisée. La maladie de ses 3 ans lui a volé une année d'enfance, mais elle lui a aussi légué quelque chose, une urgence vitale à vivre, à tout ressentir,
à dire ce que d'autres n'osaient pas dire, l'amour qui n'était pas destiné à durer. Au début des années 1980, au sommet de sa carrière, Catherine Lara s'est retrouvée à un carrefour que la plupart de ses fans n'ont jamais connu. Elle était enceinte. Le père, le chanteur-compositeur Georges Moustaki, un homme qu'elle admirait profondément et avec qui elle partageait un lien tendre, bien que peu conventionnel. Pendant un instant, la possibilité d'une autre vie s'est dessinée devant elle, une existence plus calme, plus enracinée en tant que mère. Mais son monde d'alors était un tourbillon. Concerts, enregistrements, apparitions télévisées, nuits sans sommeil, chambres d'hôtel. Elle a fait un choix qu'elle qualifie encore aujourd'hui d'acte d'amour. Interrompre la grossesse. J'aimais trop les enfants pour en avoir, a-t-elle déclaré en interview. Je ne voulais pas qu'une nounou les élève pendant que je serais en tournée. J'aurais été une mauvaise mère. Elle répétait ces mots comme un mantra, mais quand elle a raconté cette histoire des années plus tard dans En aparté, sa voix a vacillé. Elle a joint les mains, comme pour se contenir. Failli, a-t-elle insisté, lorsque l'animatrice a évoqué qu'elle avait presque été mère. Failli. Presque. Elle voulait que l'on comprenne qu'elle n'avait pas seulement frôlé la maternité, mais qu'elle s'était tenue sur le seuil et avait choisi de reculer. Cette décision a façonné sa vie de manière durable. Pas de famille à elle, pas d'enfant pour lui tenir la main dans la vieillesse. Seulement une ombre silencieuse, l'idée d'un fils ou d'une fille, aujourd'hui adulte, peut-être parent à son tour. Elle a qualifié cela de « vision hantée d'une vie qui aurait pu exister ». Et quand elle prononce ces mots, le silence qui suit résonne comme une élégie. Au lieu d'une famille traditionnelle, Lara a construit sa vie à travers des histoires d'amour, certaines brèves, d'autres durables, toutes marquantes. Elle a parlé ouvertement de 3 grands amours avec des femmes, chacun étant un chapitre de son autobiographie émotionnelle. Avec Do, sa première compagne de longue date, Catherine Lara a découvert une forme d'amour qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Do n'était pas une personnalité publique, ni une célébrité, juste une femme discrète et attentive qui comprenait le tumulte du monde du spectacle sans y être engloutie. Lara décrit souvent cette période comme un moment rare de sérénité. Do cuisinait, gérait la maison, la consolait lorsque les tabloïds publiaient des mensonges et la protégeait des pressions de la célébrité. Do était comme un phare dans la tempête, disait-elle en interview. Elle gérait les appels, filtrait les visites, veillait à ce que Lara se repose, pour que Catherine puisse se consacrer pleinement à la musique. Pendant un temps, cela a merveilleusement fonctionné. Mais leur intimité s'est transformée, lentement, presque imperceptiblement. Les rôles dans lesquels elles s'étaient installées, l'une en protectrice, l'autre en artiste, ont fini par ressembler davantage à ceux d'une mère et d'un enfant qu'à ceux de 2 amantes. Do est devenue de plus en plus maternelle et Lara de plus en plus dépendante. Des amis ont remarqué ce déséquilibre. Certains trouvaient cela touchant, d'autres murmuraient que c'était étouffant. Lara elle-même a parlé de cette transformation avec une lucidité teintée d'amertume. « Nous étions devenus comme mère et fille plutôt que comme amantes », a-t-elle confié des années plus tard. Ça a été le début de la fin. La passion s'est éteinte, remplacée par la routine, l'habitude, une forme de gratitude silencieuse qui tenait davantage du devoir que de l'amour. Lara a recommencé à désirer la liberté, la spontanéité, le désir, ces mêmes qualités qui l'avaient attirée vers Do à l'origine. Lorsqu'elles se sont séparées, il n'y a eu ni scandale public ni drame explosif. Juste 2 femmes qui ont compris que l'équilibre s'était rompu. Lara est partie avec tristesse, mais aussi avec un sentiment d'inéluctable. Elle a reconnu depuis que Do avait joué un rôle crucial dans sa survie pendant les années chaotiques de sa célébrité. « Elle m'a sauvée de moi-même », a-t-elle avoué. Mais à la fin, nous n'avons pas pu nous sauver, nous.
Avec Muriel Robin, la célèbre comédienne et actrice, ce fut tout l'inverse. Passionnée, conflictuelle, électrique. Deux figures publiques au sommet de leur art, deux égos puissants qui s'entrechoquaient. Lara a résumé leur relation avec une image frappante. Nous étions comme deux coqs dans le même poulailler. Leur histoire a duré 5 ans, mais elle a brûlé si fort qu'elle a laissé une trace indélébile. Après leur rupture, Lara était anéantie. Elle s'est décrite comme en morceaux, persuadée qu'elle ne retrouverait jamais l'amour. Et pourtant, leur lien a survécu. Aujourd'hui encore, elle reste proche, amie, preuve qu'une belle complicité peut perdurer, même après que la passion se soit éteinte. Et puis, doucement, sans éclat ni fanfare, est arrivée Samantha. Une femme si différente du tumulte du monde de Catherine Lara que, dans un premier temps, cette dernière ne savait pas quoi penser. Samantha n'était pas une artiste. Elle avait passé des années à la tête du département d'édition musicale de TF1, l'un des postes les plus puissants et discrets de la télévision française. Pour Lara, ce fut une révélation. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi belle, confiera-t-elle plus tard, non pas seulement en parlant de son apparence, mais de sa sérénité, de son intelligence émotionnelle et de son refus total du jeu et des faux-semblants. Samantha n'a jamais tenté de dompter la fougue de Lara. Elle lui a simplement offert un espace où cette fougue pouvait se reposer. Entre Samantha et moi, il n'y a même pas la place pour une lentille, plaisantait Lara, une manière poétique d'exprimer leur proximité fusionnelle. Ce qui rendait cette relation unique, ce n'était pas seulement sa durée, plus de 30 ans et toujours debout, mais ce qu'elle a enseigné à Catherine sur elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle a compris ce que c'était d'aimer en donnant, et non en étant seulement aimée. Dans ses relations passées, Catherine s'était souvent sentie comme la star, le centre de l'attention, celle qu'on admirait, à qui on demandait, sur qui on projetait des fantasmes. Avec Samantha, tout était différent. Elles ont construit un foyer hors de Paris, modeste, élégant, rempli d'art et de musique, mais surtout intime. Samantha entretenait le jardin. Elle organisait les dîners. Elle gérait leur cercle social comme on dirige un orchestre discret. Elle maintient le monde à un rythme dans lequel je peux respirer, confiait Lara. Et pourtant, même l'amour le plus profond ne peut effacer les ombres du passé. Dans une interview bouleversante accordée à Gala en 2024, Lara a révélé un deuil qu'elle portait en silence depuis des années, la mort d'une ancienne compagne, qu'elle désignait seulement comme la personne qui a partagé ma vie pendant 17 ans. Son nom reste un mystère, peut-être par pudeur, peut-être pour préserver ce qui fut sacré, mais son départ a laissé un vide immense. C'était l'épreuve la plus violente que j'ai jamais traversée, a confié Lara, la voix brisée sous le poids du souvenir. Ce n'était pas un chagrin que le temps pouvait soigner. C'était un choc qui l'a obligée à reconsidérer toute l'architecture de sa vie émotionnelle. Pendant des semaines après les funérailles, elle ne pouvait pas dormir. La maison semblait plus froide. Le violon est resté dans son étui. C'est étrange comme la mort de quelqu'un qu'on a déjà laissé partir peut faire plus mal que le départ lui-même, a-t-elle dit. On croit avoir fermé la porte, mais la mort passe par toutes les fenêtres verrouillées. Samantha, patiente, l'a accompagnée. Elle lui a laissé de l'espace, mais sans jamais la laisser sombrer. Des proches disent que pendant cette période, Samantha est devenue à la fois encre et boussole, rappelant doucement à Catherine le présent, tout en respectant le deuil du passé. Lara n'a jamais minimisé ce qu'elle ressentait. Aimer quelqu'un d'autre ne veut pas dire qu'on cesse de pleurer ceux qu'on a perdus, a-t-elle expliqué. Le cœur peut porter plusieurs noms. Aujourd'hui, leur amour ressemble moins à un feu d'artifice qu'à de l'oxygène, essentiel, invisible, toujours présent. Elles rient encore ensemble. Elles se disputent parfois, souvent pour des broutilles. Catherine reste passionnée, théâtrale, parfois impossible. Samantha, imperturbable, laisse passer l'orage.
Elle me recadre quand je suis ridicule, dit Lara en riant. Je n'aime pas toujours ça, mais j'en ai toujours besoin. Le violon était son arme. Catherine Lara n'a pas simplement fait de la musique. Elle a défié la gravité avec elle. Dès ses premières années, il était clair qu'elle n'allait pas suivre un chemin classique. Formée au violon au Conservatoire de Paris, oui. Récompensée, oui. Mais même adolescente, lorsqu'elle interprétait du Mozart, elle rêvait déjà d'accords électriques. Dans la vingtaine, elle joue premier violon dans son propre ensemble de musique de chambre et accompagne en tournée certaines des plus grandes voix françaises, Claude Nougaro, Nana Mouskouri, Jean Ferrat. Mais rester dans l'ombre n'était pas sa place. Peu à peu, elle avance vers la lumière, écrit ses propres chansons et impose sa voix, rauque, libre, inimitable, au centre de la scène. À la fin des années 70, un tournant s'opère. Ces disques ne sont plus des chansons douces ni des expériences orchestrales. Ils ont des dents. Avec Coup de fil, elle abandonne définitivement le classique pour plonger dans le rock, emportant son violon comme une arme tranchante. L'industrie ne sait pas quoi faire d'elle. Une rockeuse, au féminin, avec un archet, qui écrit ses propres morceaux et qui bientôt ferait son coming out. Ça ne se faisait pas. Et pourtant, elle l'a fait. Au début des années 80, elle ne se contente plus d'écrire des chansons. Elle fait des déclarations. La rockeuse de diamant est un manifeste. Autonome, l'un de ses titres phares, n'est ni codé ni prudent. Il est ouvertement, fièrement queer, libre d'aimer une femme ou un homme. Lara est la première en France à le chanter aussi clairement dans une chanson diffusée à la radio. Son plus grand succès arrive en 1986 avec Nuit magique, écrite en 5 minutes, enregistrée à la dernière minute, et pourtant devenue un hymne national. Elle remporte une victoire de la musique de la meilleure artiste féminine et s'impose non seulement comme interprète, mais aussi comme une force culturelle. Mais jamais elle ne s'est reposée. Jamais elle ne s'est répétée. Elle a composé pour le cinéma, le théâtre, co-créé des opéras rock, et s'est investie dans des projets qui brouillaient les frontières entre l'art et l'autobiographie. Qu'elle incarne George Sand sur scène ou compose les thèmes sombres et poétiques de Capitaine Marlowe, son travail reste toujours ancré dans quelque chose d'intime, même si elle ne le dit pas directement. Durant des décennies, elle a résisté à l'uniformisation de l'industrie. Lorsque les enfoirés ont cessé d'être de la musique pour devenir de la télévision, elle s'est retirée. Publiquement, fermement, sans regret. « C'est devenu une machine », disait-elle. « J'étais plus ridicule que les costumes. » Cette décision a choqué. Elle s'en fichait. Dans ses années plus mûres, Lara s'est tournée vers l'introspection. Elle a expérimenté des réinterprétations de ses propres chansons en yiddish, rendu hommage à son parrain artistique Léo Ferré avec un album inspiré du flamenco, et écrit Beau, un voyage musical live mêlant danseurs, visuel 3D et son éternel violon. Elle dit que c'est le projet le plus proche de son cœur, non pas parce que c'était le plus rentable, mais parce qu'il était entièrement à elle. Et à travers tout cela, elle est restée fidèle. Fidèle à son art, à sa colère, à son désir, à son son. Elle n'a jamais laissé le marché la définir. Elle n'a jamais arrondi les angles. Elle n'a jamais cessé de prendre des risques. Catherine Lara n'a pas suivi les tendances. Elle a gravé son nom dans la pierre avec un archet et un cri. Elle n'a jamais été juste une chanteuse. Elle a été, et reste, une femme qui a joué sa vie comme on joue une tempête. Catherine Lara a vécu 1000 vies, virtuose, rebelle, amante, survivante. Et aujourd'hui, dans sa 8e décennie, il reste une femme marquée par la musique, hantée par l'absence. Son histoire n'est pas simplement triste. Elle est authentique, brute et profondément humaine. Connaissiez-vous cette histoire avant aujourd'hui? Avez-vous une chanson préférée de Catherine Lara? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous et cliquez sur « J'aime ».